18 mars 1990, 6h45. Le petit matin commence seulement à apparaître dans les rues de Boston au Massachusetts, pourtant l'humeur est toujours à la fête. Depuis hier soir, les habitants festoient en l'honneur de la Saint-Patrick. Enfin, pas tout le monde. Ce n'est pas le cas de Randy et Ricky, tous deux agents de garde au musée Isabella Stewart Gardner. Mais heureusement pour eux, l'équipe de sécurité suivante arrive pour les remplacer. Seul problème, la procédure veut que ce soit les agents présents à l'intérieur du musée qui ouvrent à leur remplaçant. Et malgré les tentatives répétées, impossible d'établir un contact avec l'intérieur pour être autorisé à entrer. Quelque chose ne va pas, et l'équipe remplaçante ne va pas tarder à remarquer que la situation est plus que louche. Les agents vont donc appeler le directeur de la sécurité qui possède les clés du musée. Et en entrant dedans, c'est une toute autre ambiance qui attend les agents que celle présente depuis hier soir dans la ville. Ni Randy ni Ricky ne se trouvent au poste de sécurité, ce qui alerte le directeur qui va directement appeler la police. Arrivé sur les lieux, une ronde est mise en place par la police pour fouiller le musée et partir à la recherche de mystérieux surveillants disparus. La recherche ne donne rien, il ne reste que le sous-sol à vérifier, rien non plus. Jusqu'à ce qu'on entende tout d'un coup Ricky, Randy, bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Devant l'équipe de recherche, on retrouve nos deux gardes de nuit menottés au tuyau, la bouche et les yeux couverts d'adhésif. Ils ont enfin été retrouvés après plus de 4 heures de supplice. Plus de peur que de mal pour nos deux disparus. Cependant, malgré cette bonne nouvelle, une moins bonne attend le musée. Pas moins de 13 œuvres ont été volées durant la nuit. Un casse estimé à près d'1 milliard de dollars est toujours aujourd'hui non élucidé. Remontons un peu en arrière. Ce soir-là, ce sont Richard Abath, appelé Ricky, et Randy Easton qui sont chargés de veiller sur le musée Isabella Stewart Gardner qui regorge de pièces d'art de collection. Ricky, lui, est un habitué des veilles de nuit. Mais pour Randy, c'est une première. Il a pour habitude de faire partie des équipes de jour depuis qu'il était engagé l'année passée. La politique du musée veut qu'un veilleur patrouille dans les galeries avec une lampe torche et un talkie-walkie, tandis que l'autre reste assis au bureau de sécurité. Ricky se charge de la première patrouille. Durant sa ronde, pas grand chose à souligner, mis à part les alarmes incendies qui se déclenchent dans différentes salles. Mais aucun feu ni fumée n'est à signaler, malgré ce qu'indique le panneau de commande des alarmes dans plusieurs pièces. Il se dit que c'est sûrement un dysfonctionnement et retourne en patrouille. Avant de terminer, Ricky effectue une action un peu étrange avec le recul. Il fait un rapide arrêt à l'entrée latérale du musée et ouvre brièvement une porte puis la referme, sans en informer son collègue Randy à qui c'est le tour de commencer sa ronde. À 1h20, Ricky, alors au poste de surveillance, constate du mouvement à l'entrée latérale du musée. Deux personnes qui ont tout l'air d'être des policiers sur la caméra de surveillance sonnent à l'interphone de la porte d'entrée du musée. Bonsoir, police de Boston. Nous venons juste vérifier que tout se passe bien. C'est juste un contrôle de routine, ouvrez-nous la porte. Les deux policiers expliquent qu'ils enquêtent sur un appel de tapage nocturne et qu'ils doivent entrer dans le musée. Ricky, n'ayant rien observé de tel, émet l'hypothèse qu'un fêtard de la Saint-Patrick a peut-être escaladé la clôture et que quelqu'un l'a vu et signalé, et laisse donc entrer les deux hommes. En entrant dans le hall sécurisé qui sépare la porte latérale de l'intérieur du musée, les policiers demandent à Ricky, qui se trouve au poste de sécurité, si quelqu'un d'autre se trouve dans le musée. Et si oui, qu'il vienne. Appelez votre collègue s'il vous plaît, et demandez-lui de nous rejoindre. Ricky s'exécute et appelle Randy par la radio. En l'attendant, Ricky va remarquer petit à petit que quelque chose cloche. Déjà, il remarque que la moustache de l'un des hommes semble fausse. En plus, le collègue dit à Ricky qu'il lui fait penser à quelqu'un, qui lui a un air familier et prétend qu'il l'aurait sûrement vu sur un mandat d'arrêt contre lui, et lui demande de se lever et de lui fournir une pièce d'identité. Ricky ne proteste pas et s'exécute en s'éloignant du bureau. Bureau où se trouve le seul bouton pour alerter la police. Il se retrouve contre un mur, les jambes écartées, les mains menottées, mais aucun des deux policiers ne le fouille, ce qui l'interloque et l'inquiète d'autant plus. Randy déboule à ce moment-là et à peine arrivé, il se retrouve placardé contre le mur, menotté et ligoté à son tour. À partir de là, tout comme vous, les deux agents comprennent. Ils viennent de se faire avoir par deux faux policiers qu'ils ont laissé entrer. En retraçant leur parcours, on constate que les deux hommes apparaissent 1 heure plus tôt à minuit 30, quittant une fête près du musée. Par la suite, ils vont attendre à une trentaine de mètres de l'entrée latérale où rentrent les employés déguisés en policiers. Puis, vont partir en direction du musée. La suite, vous la connaissez. Après avoir neutralisé les deux gardes, les voleurs vont enrouler du ruban adhésif autour de leur tête et leur bander les yeux pour les conduire au sous-sol où ils vont être menottés à un tuyau et à un plan de travail. Les voleurs laissent les gardes en leur mettant un dernier petit coup de pression, en fouillant leur portefeuille pour savoir où ils habitent, avant de leur dire de ne pas parler aux flics, sinon ils recevraient une petite visite. Place aux choses sérieuses pour eux maintenant. Les deux voleurs peuvent maintenant mettre la deuxième partie de leur plan à exécution. Mais surtout, pas de panique. Les deux hommes vont prendre tout leur temps dans le musée. Les deux malfrats, enregistrés par des détecteurs de mouvement infrarouge, resteront pas moins de 81 minutes. Ce qui est assez étonnant quand on sait qu'en général, ce genre de vol s'effectue entre 5 et 10 minutes. Ils vont d'abord patienter un instant, sans bouger afin de s'assurer que personne n'ait été alerté.
À la suite de ça, ils vont commencer à sillonner les galeries du musée chacun de leur côté, en brisant les détecteurs de mouvement près des peintures pour ne pas déclencher les alarmes. Ils vont essayer de prendre tout ce qu'ils peuvent, en emportant des œuvres, en coupant vulgairement des toiles de leur châssis, brisant des cadres en verre et en laissant même certaines peintures au sol sûrement trop encombrantes ou compliquées à retirer de leur cadre. En tout, c'est 13 œuvres qui seront dérobées au musée. Le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, une dame et un gentilhomme en noir et un portrait en jeune homme de Rembrandt. Le concert de Johannes Vermeer, paysage avec un obélisque de Govert Flinck, chez Tortoni de Édouard Manet, la sortie de pesage, cortège sur une route aux environs de Florence, programme pour soirées artistiques 1 et 2 et jockey à cheval de Edgar Degas, puis un ancien gus chinois et un fleuron d'un aigle de drapeau du sculpteur français Pierre-Philippe Thomire. Avant de partir, les voleurs vont vérifier une dernière fois la situation des agents de sécurité au sous-sol. Ils leur demandent s'ils sont à l'aise, puis se rendent ensuite dans le bureau du directeur de la sécurité, où ils vont emporter les cassettes vidéo qui ont enregistré leur entrée sur les caméras extérieures, ainsi que les données imprimées des détecteurs de mouvement. Malheureusement pour eux, tout ça a été enregistré sur un disque dur qu'ils n'ont pas pensé à emporter. À 2h45, les deux voleurs quittent les lieux, emportant avec eux 13 œuvres dont certaines rarissimes. Un butin estimé à 200 millions de dollars en 1990, mais qui aujourd'hui dépasserait facilement le milliard de dollars. Cependant, les deux hommes auraient pu repartir avec bien plus, car agir tranquillement comme ils l'ont fait ne veut pas dire faire les choses parfaitement. Sûrement pas des experts d'art, les deux voleurs sont passés à côté d'œuvres de grande valeur sans même essayer de les prendre. Parmi elles, des peintures de Raphaël, Sandro Botticelli ou encore Michel-Ange, alors qu'à côté, le gus chinois et le fleuron d'aigle n'ont relativement pas de valeur. De même, durant leur 1h20 dans le musée, ils ne se sont pas rendus au 3e étage, où est accroché le Rapt d'Europe de Titian, l'un des tableaux les plus précieux de la ville, étant estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Au vu de l'ampleur de l'affaire, celle-ci est directement confiée au FBI. Les enquêteurs chargés du dossier n'ont malheureusement pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y a quasiment aucune preuve matérielle solide. Pas de traces de pas, aucun cheveu, et les empreintes retrouvées sur les lieux sont inexploitables, ne sachant pas déterminer s'il s'agit de celles des voleurs ou des employés du musée. Ils ne possèdent qu'une description physique avec le portrait robot des voleurs grimé en uniforme de police. Dès le début de l'enquête, les soupçons se portent sur notre ami Richard Abath. Rappelez-vous des actions étranges qu'il a effectuées durant la nuit. La porte qu'il ouvre et qui referme, un signal pour les voleurs peut-être. Qui plus est, l'homme chargé des formations de veilleur de nuit du musée déclare que s'il avait ouvert la porte de manière habituelle comme il le prétend, ses superviseurs l'auraient remarqué et auraient stoppé directement cette habitude. En plus, dans ce genre de métier, il existe des protocoles à respecter selon les situations, comme lorsqu'il s'agit de faire entrer quelqu'un dans le musée. Ici, il n'y avait aucune raison pour qu'un agent de sécurité ouvre la porte du musée après les heures de travail, même pas pour des policiers. Dans le cas présent, Ricky aurait dû demander leur nom et leur numéro de badge, appeler la police de Boston pour vérifier leur identité et ne les laisser entrer que pour une raison légitime. Autre élément qui ne joue pas en sa faveur, le fait que les détecteurs de mouvement n'aient enregistré aucune présence dans la salle où se trouvait la peinture chez Tortoni pendant que les voleurs étaient dans le musée. La dernière présence enregistrée était celle de Ricky plus tôt dans la soirée. Lui de son côté n'a cessé de clamer son innocence. L'agent qui supervisait l'enquête a déterminé que les veilleurs étaient trop incompétents et idiots pour avoir participé aux casses. Sympa pour eux. Dernier élément à charge, une vidéo de caméra de surveillance de la veille qui ressort en 2015. Dans celle-ci, on y voit Ricky ouvrir la porte à deux hommes garant leur voiture devant le musée pour discuter. Mais rien de probant qui puisse inquiéter le gardien. Une autre piste mène le FBI sur la route de l'un des gangsters les plus puissants de Boston, James J. Bulger. Le criminel entretient plusieurs liens avec différents acteurs qui auraient pu l'aider à fomenter le vol. Premièrement, ses relations avec les forces de l'ordre, où il avait dans sa poche plusieurs officiers corrompus au sein de la police locale et du siège du FBI de la ville, qui auraient pu lui obtenir les uniformes de police. Et deuxièmement, ses relations avec l'IRA, une organisation paramilitaire nationaliste connue pour dérober des œuvres d'art avec comme signature le déclenchement des alarmes incendie pour détourner l'attention, comme ça a été le cas au musée Isabella Stewart Gardner. Bulger lui affirme ne pas avoir organisé le cambriolage et aurait même demandé à ses hommes de main de trouver l'identité des cambrioleurs, le vol ayant été commis sur son territoire, histoire qu'on lui paye le tribut qu'on lui doit. Retentissement dans l'affaire en avril 1994. Alors qu'aucune vraie piste n'a l'air de déboucher sur quelque chose, la directrice du musée reçoit une lettre anonyme indiquant vouloir négocier le retour des œuvres. Dans cette lettre, l'auteur explique être un négociateur tierce ne connaissant pas l'identité des voleurs, que les œuvres ont été volées dans l'unique but de réduire une peine de prison. Mais n'ayant pu agir à temps, les voleurs n'ont plus de raison de les garder. Pour ce faire, les voleurs demandent l'immunité pour eux et toutes les autres personnes impliquées, ainsi que 2,6 millions de dollars. Afin de savoir si le musée est intéressé à négocier, il leur demande de placer un message codé dans le journal de Boston Globe. Au vu de toutes les pistes qui n'ont mené à rien depuis le début, la directrice décide de coopérer. En collaboration avec le FBI, le musée place bien un message codé dans le journal.
Quelques jours plus tard, la directrice reçoit de nouveau une lettre anonyme indiquant qu'il a bien vu que le musée était intéressé à négocier, mais qu'il a peur qu'il y ait une combine des autorités derrière tout ça pour découvrir son identité. Il demande plus de temps afin d'évaluer ses options, mais ne donne plus aucun signe de vie par la suite. Cette nouvelle piste s'arrête ici. Parmi les pistes concrètes, on en retrouve une qui amène plusieurs autres noms sur la liste des suspects, qu'on peut regrouper en une seule entité, le gang Merlino, dirigé par le criminel Carmelo Merlino. Pour comprendre la genèse de cette piste, il faut retourner 9 ans avant le cambriolage, en 1981. Louis Royce, un associé de Merlino, fait du repérage au musée dans l'objectif de le cambrioler, en détectant les faiblesses de la sécurité du bâtiment. Ses plans tombent à l'eau en 1982, alors que des agents infiltrés du FBI enquêtent sur lui et ses associés pour un vol d'art sans rapport. Ils apprennent leur projet et avertissent immédiatement le musée. Lors du vol en 1990, Louis est en prison. Mais il existe forcément une possibilité qu'il ait partagé son plan avec plusieurs personnes et que d'autres associés aient pu ordonner le vol ou partager à nouveau le plan avec d'autres. Parmi les membres du gang, on retrouve deux Robert, Robert Garant et Robert Gentil. Garant décède d'un cancer en 2004, mais cette piste survient après sa mort lorsqu'en 2010, sa veuve Hélène déclare au FBI que son mari possédait certaines des peintures. Quand il est tombé malade, il les a confiées à son ami Robert Gentil. De son côté, Gentil nie toute accusation. En février 2012, le FBI l'inculpe sur des accusations liées à la drogue. Une belle excuse dans le but de faire pression sur lui pour obtenir des informations sur le vol. Il procède même à une descente dans sa maison qui ne donnera aucun résultat. Soumis au détecteur de mensonges, il échoue une première fois lors d'une question sur sa connaissance du vol ou de l'emplacement des œuvres. Lui atteste avoir dit la vérité et en demande à nouveau. Au cours du deuxième test, il déclare qu'Hélène Garant lui a bel et bien montré l'autoportrait de Rembrandt, mais son avocat estime qu'il subit une trop forte pression des agents et demande une réunion plus restreinte dans l'espoir qu'il puisse parler honnêtement. Lors de cette réunion, il maintient qu'il ne possède aucune information. Mais le FBI n'en démord pas et procède à une deuxième perquisition de sa maison en mai 2012. Cette fois, ils ne repartent pas bredouille. Enfin, plus ou moins. Premièrement, les agents fédéraux trouvent un compartiment caché sous un faux plancher dans l'abri du jardin, qui se révèle être vide. Ensuite, plus intéressant, ils découvrent au sous-sol de sa maison une copie du quotidien de Boston Herald datant de 1990, rapportant des actualités sur le vol, ainsi qu'un morceau de papier indiquant le prix que chaque pièce pourrait valoir sur le marché noir. Mais à part ça qui ne peut pas vraiment l'inquiéter, aucune autre preuve concluante n'est trouvée. Il est tout de même condamné à une peine de 30 mois de prison pour les charges liées à la drogue. Autre personne reliée à Gentil et qui pourrait avoir mis son nez dans l'affaire, c'est David Turner. David Turner est aussi un associé du gang Merlino, et le FBI enquête assez tôt sur lui dans le dossier. Il apparaît dans un premier temps lorsqu'un informateur déclare au FBI qu'il disposerait d'un accès aux peintures. Il est de retour lorsque son chef Carmelo Merlino se fait arrêter par les autorités pour trafic de cocaïne. Pour alléger sa peine, il propose un marché, rendre les œuvres volées. Pour cela, il fait appel à David pour les retrouver. Mais tout ce qu'il arrive à entendre, c'est une rumeur selon laquelle les œuvres se trouveraient dans le sous-sol d'une église dans le quartier de South Boston. Des suppositions sur le fait qu'il soit l'un des voleurs restent dans l'esprit des agents, qui avaient écho de son implication dans plusieurs cambriolages. Il aurait pu faire le coup avec son associé George Resfelder selon eux, mais on ne trouve aucun indice dans son appartement ou dans les maisons de ses proches. Cependant, ses frères et sœurs se souviennent d'un tableau similaire à Tortoni accroché à un moment dans sa chambre. Et qui plus est, les enquêteurs trouvent une ressemblance entre lui et l'un des hommes présents sur le portrait robot. David réapparaît une nouvelle fois bien plus tard en 2010, lorsqu'il écrit une lettre à une connaissance, un certain Robert Gentil, lui demandant s'il peut appeler son ancienne compagne pour l'aider à retrouver des peintures. Déjà en contact avec le FBI, Robert passe l'appel à l'ex-compagne qui lui annonce devoir discuter avec deux ex-détenus à Boston et amis de Turner. La piste s'arrête là vu que Robert ne souhaite pas partir en infiltration comme le veut le FBI pour rencontrer les hommes en question. Après toutes ces pistes ne menant à rien, peut-être que les criminels de ce soir-là ne sont tout simplement plus de ce monde pour répondre de leurs actes, ce qui expliquerait pourquoi il n'y a aucun signe de vie des œuvres volées. Et cette théorie, elle est aussi dans les esprits des enquêteurs, avec un nom en particulier, Robert Bobby Donati, un criminel de la pègre locale. Son nom est évoqué pour la première fois par le célèbre voleur d'art Miles Connor, qui en parle aux autorités alors qu'il est en prison. Il explique que le coup a sûrement été réalisé par Bobby et son associé David Hookton. Par le passé, Miles avait déjà travaillé avec Donati sur des cas de vol d'art et affirme que les deux avaient déjà repéré le musée des années auparavant. De plus, il ajoute que Hookton lui avait rendu visite en prison après le vol pour l'informer qu'ils avaient l'intention d'utiliser les peintures pour le faire sortir de prison. Mais voilà, Donati est assassiné en septembre 1991 en pleine guerre au sein de la famille Patriarca, une des plus grandes organisations mafieuses aux États-Unis. Puis pour son associé Hookton, on est un peu sur un destin similaire, avec sa mort qui survient 2 ans plus tard. Mais toutes ces informations, Connor il les donne pas par pure gentillesse. Lui ce qu'il veut c'est sortir de prison. Mais pas que, il espère bien aussi pouvoir toucher la récompense du musée. Plutôt gourmand le garçon. Ces informations bien qu'intéressantes n'ont rien de concrète. Alors Connor sort un dernier nom de sa mallette, William Youngworth.
William, lui, n'a rien d'un criminel. Du moins en apparence. Il gagne sa vie en tant qu'antiquaire. Un dossier est monté sur lui par le FBI suite aux informations de Miles Connor et ils effectuent plusieurs descentes dans ses propriétés qui ne mènent à rien. Un journaliste, Tom Mashberg, au courant de ces informations, décide de mener sa propre enquête de son côté et rentre en contact avec l'antiquaire en 1997. Un rendez-vous est pris entre les deux hommes une nuit d'août 1997. Il est convenu pendant la soirée que Youngworth montre au journaliste la preuve qu'il peut rendre les œuvres sous certaines conditions. Les deux hommes vont se retrouver dans un entrepôt à Red Hook, un quartier de Brooklyn à New York. À l'intérieur d'un hangar, Youngworth sort une toile d'un tube cylindrique qui ressemblerait au tableau Crise dans la tempête sur la mer de Galilée, dérobé le soir du vol. Des craquelures le long de la toile, des bords coupés ainsi que la signature de Rembrandt apparaîtraient sur cette toile. Tom Mashberg écrit un papier retraçant son expérience de cette nuit-là, indiquant les informations dont je viens de parler, rapportant notamment que son informateur lui a affirmé que le vol avait été commis par 5 hommes, parmi lesquels il a identifié 2 individus. Robert Donati, l'un des cambrioleurs ayant pénétré dans le musée, et David Hooktown qui aurait été chargé de transporter les œuvres vers un endroit sécurisé. Alors est-ce qu'on aura enfin une piste concrète pour retrouver les œuvres? Non. Des éléments clochent dans le récit qui, bien qu'alléchants, possèdent plusieurs failles. Pour commencer, la perquisition d'entrepôt du FBI par la suite ne donne rien. Bon, peut-être que Youngworth s'est couvert après la sortie de l'article, mais les preuves fournies par l'antiquaire ne viennent pas confirmer ses dires. Durant l'entrevue avec Mashberg, il avait donné aux journalistes des éclats de peinture. Bien que les analyses aient démontré que ceux-ci datent de l'époque de Rembrandt, ils ne correspondent pas aux huiles utilisées pour le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée. Le fait que la peinture ait été enroulée dérange aussi, car celle-ci est recouverte d'un vernis épais qui empêche d'être pliée facilement. Que d'éléments qui mettent le doute aux autorités concernant la véracité des propos de Youngworth. Il faut dire que Youngworth n'y met pas beaucoup du sien durant les négociations en plus. Il souhaite une immunité totale, la récompense du musée et la libération de son ami Miles Connor, celui qui a donné son nom aux autorités au cas où. Sinon, aucune négociation possible. Mais tous les éléments que Youngworth énonce ne viennent pas corroborer ce qu'il dit. Alors rien ne bouge d'aucun côté dans cette affaire. Une autre personne affirme que c'est bel et bien Donati, l'auteur du vol. Son nom, Vincent Ferrara, son supérieur pendant la guerre des gangs. Il raconte que Donati l'aurait rendu visite en prison 3 mois avant le vol et voulait l'en faire sortir. 3 mois plus tard, le vol était commis et lors d'une nouvelle visite, il aurait dit avoir été l'acteur du vol. Il aurait enterré les œuvres et attendait que l'histoire se tasse médiatiquement pour commencer les négociations. Mais entre-temps, Donati meurt violemment assassiné. Libérer son supérieur aurait été un moyen pour lui de se protéger durant la guerre des gangs de Boston. Une version confirmée par un ami de Robert Garant qui indique que Donati aurait donné les peintures à Garant qui étaient des amis proches. Ils auraient été aperçus dans un club à River dans le Massachusetts, peu de temps avant le vol avec un sac contenant 2 uniformes de police. Aujourd'hui, les œuvres sont toujours portées disparues. Nul n'a l'air de savoir où est-ce qu'elles se trouvent. Pourtant, l'espoir est toujours bien là. En 2017, le musée offre une récompense de 10 millions de dollars à qui rendra les trésors. Une récompense qui, malheureusement, est toujours au goût du jour. Les œuvres, ou du moins leur esprit, restent cependant toujours présents dans le musée. Fidèle au testament d'Isabella Stewart Gardner, la fondatrice du musée, voulant que chaque œuvre reste à sa place. Les responsables ont toujours laissé au mur les cadres vides des œuvres volées. Mais pour l'instant, tout ce qu'on peut voir dans ces cadres vides, c'est le plus grand casse de l'histoire de l'art.